Dans le podcast AW en français, Women in Tech, c'est pas une femme aujourd'hui, tiens, invité, c'est un homme, mais on parlera d'inclusion, de diversité et d'équité avec une association qui s'appelle Tralalaire. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, merci d'écouter le podcast AWS en français. Tous les mercredis matins, un épisode axé sur la diversité, l'équité et l'inclusion, comme je l'ai dit dans l'introduction, avec soit des femmes inspirantes, soit des hommes, des alliés ou des associations qui militent et qui agissent en faveur de la diversité et de l'inclusion, particulièrement dans le monde de la tech, puisque c'est le podcast AWS en français. Et une des associations avec laquelle nous travaillons régulièrement, je dis nous, c'est Amazon, mais tu vas nous expliquer tout ça, c'est Tralalaire qui est aujourd'hui représenté par Hugo Derry, tu es responsable de programme chez Tralalaire. Merci d'être là dans le podcast. Tralalaire, c'est quoi ? Merci Sébastien pour l'accueil qui m'est réservé. Tralalaire, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, labellisée ESUS, qui est productrice de ressources numériques éducatives. Donc, on développe des solutions, principalement web, qui vont être mises à disposition des élèves et de leurs accompagnateurs, qu'ils soient enseignants, médiateurs éducatifs ou parents. Et donc tout cela, on le fait sur tout un tas de sujets divers et variés. Et moi, je m'occupe spécifiquement d'un programme qui s'appelle Citizen Code, dont on aura peut-être l'occasion de parler un petit peu plus tard, et qui est un programme dédié à la culture numérique et à l'initiation à la programmation, qu'on développe avec le soutien d'Amazon Future Engineer. J'ai dit association en présentant Tralalaire, c'est une bêtise, c'est une entreprise commerciale ? C'est une entreprise avec un label, celui que j'évoquais, le label Les Ussins de l'économie sociale et solidaire, mais effectivement c'est une entreprise qui travaille aussi bien avec des partenaires privés qu'avec l'institution d'ailleurs pour développer ses projets. Vous développez donc des contenus éducatifs à destination des collégiens, des lycéens, des enseignants également. On va en parler, en tout cas d'un des exemples, celui sur lequel on a travaillé ensemble. Quel est le point de départ quel est le constat que vous faites ou qui vous amène à créer ces contenus ? Parce que finalement, c'est le rôle de l'éducation nationale. Alors oui, en tout cas, je pense que c'est important aussi de pouvoir apporter des contenus sur divers sujets. Les constats, ils sont divers, puisque Tralalaire, globalement, va produire des contenus sur tout un tas de thématiques et va être accompagné et va s'accompagner d'experts de ces thématiques pour développer ces contenus. Donc les constats, ils peuvent être multiples. Sur Citizen Code, le constat, c'est que malheureusement, il y a peu de jeunes qui ont vraiment des compétences numériques de base. Il y a peu de jeunes qui connaissent les principes de base de la programmation à la fin du lycée. Et il y a peu de ressources par ailleurs qui permettent de donner envie à ces jeunes de découvrir la programmation. Et donc l'idée, c'est de donner justement les outils qui permettent à l'ensemble des élèves de pouvoir s'impliquer dans ces apprentissages. Et il y en a d'autres, des constats. On développe des ressources, par exemple, sur l'éducation aux médias et à l'information. On connaît le sujet des fake news et la difficulté, alors qui a encore pris de l'ampleur avec l'avènement de l'IA générative. Mais la difficulté pour les jeunes, justement, de vérifier leurs informations. Et donc, on a créé une ressource qui leur permet de comprendre comment l'information est produite et de leur donner un certain nombre de bonnes pratiques pour leur permettre, justement, lorsqu'ils découvrent une information, de pouvoir la vérifier et s'assurer qu'il s'agit d'une information crédible. Donc, voilà, les constats sont multiples, les formats sont multiples. L'idée, c'est vraiment de mettre à profit une expertise qui est une expertise évidemment pédagogique, mais aussi une expertise technologique, de pouvoir mettre à disposition les bons formats, des formats ludiques, souvent gamifiés, pour créer de l'engagement chez les élèves. On a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Nous, ce qu'on essaye, c'est vraiment de mobiliser l'intrinsèque, c'est-à-dire que les élèves réalisent l'activité parce qu'ils ont envie de la réaliser, non pas en se disant je vais développer telle et telle compétence ou je vais faire des maths, faire du français, faire de l'anglais, mais je vais programmer ma grue pour résoudre mon exercice, je vais répondre à une question pour faire avancer mon robot, etc. Et donc, à partir de là, on arrive justement à avoir un engagement plus important et une rétention plus importante, c'est-à-dire à avoir des élèves qui vont s'engager sur la durée dans ces apprentissages. Ouais, c'est plus amusant que lire un bouquin et scoltiner des pages. Comment vous diffusez votre contenu ? Comment vous faites savoir que le contenu existe auprès des étudiants et des enseignants ? Encore, les voies sont relativement multiples, ça dépend de nos partenaires. Nous, le principal levier de diffusion qu'on a, c'est l'école, puisqu'on travaille
manière étroite avec le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, on propose pour la plupart du temps des ressources qui sont gratuites et qui vont donc être partagées aux enseignants, aux différentes académies sur le territoire, qui vont pouvoir les déployer ensuite auprès des élèves. Donc ça reste un élément important. Et puis ensuite, on a évidemment un certain nombre de partenariats aussi avec des associations de l'éducation populaire, par exemple, qui vont utiliser ces ressources-là lors d'activités qu'elles vont réaliser sur le terrain. On déploie ces stratégies-là à plusieurs niveaux pour permettre vraiment à un maximum d'enfants de pouvoir découvrir ces ressources-là et développer ces compétences. Et c'est d'autant plus important si on parle de numérique. On a un vrai sujet de fracture numérique dans notre pays. Et donc le fait de travailler par exemple avec des associations de l'éducation populaire pour promouvoir ces compétences et ces ressources est forcément un levier de succès. Il y a une double fracture en numérique. Chaque fois que j'ai des intervenants dans le podcast, on en parle. Il y a une fracture sociale où il y a certaines parties de la population qui ne pensent pas à se lancer dans des études dans le supérieur, peut-être en général, mais encore moins en IT. Et puis il y a une fracture de genre également, où il y a très très peu de filles, de femmes qui s'engagent dans des études plutôt techniques. Et là, de nouveau, c'est peut-être pas juste l'IT, c'est tout ce qui est scientifique, matheux, qui en souffre. C'est ce que vous constatez également? Oui, complètement. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a créé Citizen Code. On avait en tête dès le lancement de ce projet-là le constat que je viens de dresser, qu'on partage évidemment. C'est un constat qui est partagé par Amazon Future Engineer. Donc c'est vraiment ce qui a motivé la création de ces ressources-là. Et donc depuis le premier jour, on a été particulièrement attentif sur l'inclusivité, l'accessibilité de ces ressources. Donc de faire en sorte qu'elles soient adaptées à l'ensemble des apprenants. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est disponible uniquement pour les filles. L'objectif en revanche, c'est qu'on ait une motivation qui soit la même chez les filles et chez les garçons pour utiliser ces ressources-là. Très concrètement, ça veut dire quoi dans le jeu que vous avez fait? On va parler de Citizen Code plus en détail. Pour le moment, je reste sur le constat. Mais très concrètement, ça veut dire quoi qu'on évite les phrases genrées, les stéréotypes genrés dans les illustrations et ce genre de choses? Ouais, tout à fait. Exactement. On est très attentif d'un point de vue UI sur l'ensemble des illustrations qui vont être produites, d'être le plus inclusif possible. On va essayer de mettre en avant des profils féminins au maximum pour pouvoir montrer que c'est possible. Et il ne s'agit pas uniquement de mettre en avant des personnes qui soient connues du grand public. Il s'agit de montrer des personnes comme vous et moi, qui travaillons dans ce secteur et qui nous épanouissons au quotidien à travers notre travail. Donc l'idée, elle est vraiment là. Et puis ensuite, l'objectif, effectivement, c'est qu'en passant par l'école, bien, on s'adresse à tous. Là-dessus, c'est le vrai intérêt. L'école en France, elle est obligatoire. Et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose. Et donc, l'ensemble des jeunes passent par cette case-là. À partir du moment où on est capable de mettre à disposition des ressources dans le monde scolaire, on a la capacité de toucher toutes ces populations. Ce qu'on voit, c'est que très très rapidement, dès l'école primaire, on a une différence de niveau entre les jeunes filles et les jeunes garçons, en particulier sur les matières scientifiques. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est d'être présent à l'ensemble des moments de la scolarité d'un apprenant pour casser ces préjugés, parce qu'en général c'est lié à des préjugés, et d'accompagner les apprenants dans leur scolarité. Donc, dans le cadre de Citizen Code et dans le cadre de beaucoup d'autres programmes, on ne va pas proposer des ressources qui vont s'intégrer à un moment particulier du parcours, mais on va proposer des choses qui vont démarrer dès l'école primaire et qui vont se poursuivre jusqu'à la fin de lycée. Alors, tu as cité plusieurs fois un programme d'Amazon qui s'appelle Amazon Future Engineers, dont un des piliers est une plateforme d'apprentissage du code qui s'appelle Citizen Code, et c'est de Citizen Code qu'on va parler dans cet épisode. Si vous voulez en savoir plus sur Amazon Future Engineers en général, je vous renvoie à l'épisode 273 du 22 janvier de cette année. Vous allez un peu plus bas dans le site web ou dans la liste de vos historiques de podcasts. C'est un épisode avec Alice Berton d'Amazon, qui est le programme manager d'Amazon Future Engineers. Mais dans le cadre de ce programme, qui vise à promouvoir la diversité, l'inclusion justement, et l'accès aux études IT pour les filles, pour les étudiantes, pour les femmes. Un des piliers de ce programme, c'est une plateforme d'apprentissage qui a été réalisée avec Tralalaire et qui s'appelle Citizen Code. C'est quoi Citizen Code? T'en as déjà beaucoup dit, Sébastien, mais effectivement, Citizen Code, c'est un projet qu'on a
lancé il y a 3 ans désormais avec Amazon Future Engineer et sur lequel, au fur et à mesure, on a créé de nouvelles ressources, apporté de nouveaux contenus. Aujourd'hui, Citizen Code, ce sont 3 ressources principales, de la primaire jusqu'à la fin du lycée, voire au-delà, qui vont permettre aux jeunes de découvrir les principaux concepts du numérique et de s'initier à la programmation dans 2 langages, la programmation par bloc avec Blockly et le Python. Programmation par bloc, pour comprendre, c'est l'assemblage de blocs, un peu comme des Lego, chaque bloc ayant une fonction particulière, une brique de base. Donc c'est une approche très visuelle finalement à la résolution de problèmes. Tout à fait, qui s'approche par ailleurs du langage naturel, donc qui est plus facile à manipuler pour des jeunes enfants. Et en l'occurrence, c'est ce qui est enseigné aujourd'hui jusqu'au lycée. Le script n'est utilisé qu'à partir du lycée, et en l'occurrence avec le Python. Donc on a suivi cette progression qui est celle enseignée à l'école en France, mais en proposant potentiellement de faire la bascule à tout moment. Donc au lycée, on va avoir des élèves qui vont encore être très, très à l'aise avec le bloc, mais qui vont avoir beaucoup de mal à passer au script. Et à l'inverse, au collège, des élèves qui sont très bons, qui veulent aller plus loin. Et donc ce qu'on a fait, c'est que chacune de nos activités, elles sont disponibles dans les 2 langages. Autrement dit, un élève qui est en difficulté avec le script, il va pouvoir travailler l'ensemble de la partie algorithmique, de la partie logique, par bloc. Et ensuite, il va pouvoir se focaliser uniquement sur l'aspect syntaxique lorsqu'il va passer au Python. Donc on a essayé de faciliter cette bascule, ce qui est un enjeu très important. Il y a une grosse difficulté en classe de seconde particulièrement, liée à ce passage du bloc au script. Donc, à quelque chose de plus formel finalement, qui est quelque chose de plus formel, avec l'introduction de l'anglais aussi. Oui, puisque les mots-clés sont en anglais, il faut mettre les 2 points au bon endroit, il faut respecter le nombre de tables ou d'indentations, puisque c'est en Python. C'est un peu plus difficile que mettre des blocs et enchaîner des blocs. Tu peux donner un exemple d'une activité concrète ? Ouais, alors il y en a plus de 100 des activités avec une progression pédagogique qui a été imaginée évidemment. Donc c'est un parcours avec de la gamification, il faut réussir la première pour aller à la deuxième et ainsi de suite. Ouais, on a séparé ça par concept. Vraiment, donc on commence par des séquences d'instructions simples, ensuite on commence à introduire des boucles simples, ensuite on va travailler sur des boucles imbriquées, etc. etc. Il y a une activité que j'aime bien qui consiste à on a un pot de fleurs et la fleur à côté, à remettre la fleur dans le pot de fleurs. Alors c'est difficilement explicable à l'oral, puisque ce sont des exercices qui sont très visuels. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye parfois de mettre des tout petits pièges, mais de manière à montrer. Alors l'élève, il va vouloir au départ faire ça de manière avec des instructions simples, et puis il se rend compte que au départ, notre grue, puisque l'objectif c'est de programmer une grue qui va se déplacer dans un espace pour reconstituer une scène qui est présentée. La grue, elle est décalée d'un bloc, donc il va vouloir aller 2 fois à droite dans un premier temps au sein de sa boucle, et il se rend compte qu'il est décalé d'une case à chaque fois, donc il va sortir l'instruction de sa boucle, mais ensuite il va aller trop loin dans la grille. Bref, il y a vraiment d'ailleurs. Well, tout à fait. C'est un bon point. Et il y a vraiment ce truc de trouver de t'itérer. C'est vraiment un des aspects qu'on a voulu défendre aussi avec ce projet-là, c'est de montrer que la programmation de manière générale, l'objectif, c'est pas de réussir du premier coup ou de réussir la mission en 30 secondes. L'objectif, c'est au contraire de prendre un petit peu de recul, de réfléchir à la manière dont on va vouloir résoudre notre problématique, et puis ensuite d'essayer d'analyser les erreurs qu'on a pour pouvoir itérer et finir par résoudre le problème posé. Donc, on a vraiment cet aspect-là, et on a fait en sorte que ces ressources-là, elles soient utilisables de manière totalement libre et autonome pour les jeunes. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas forcément, et en l'occurrence, il n'y a pas du tout besoin d'un accompagnateur pour l'utilisation et pour l'apprentissage à travers Citizen Code. Et donc, les élèves vont pouvoir avancer à leur rythme et découvrir chacun des concepts au fur et à mesure. L'objectif étant qu'à la fin de ce parcours-là, l'élève soit en mesure de se dire ok, maintenant je vais télécharger un IDE, je vais installer Python, et puis je vais commencer à créer des programmes par moi-même pour aller un petit peu plus loin. Et je suis capable de faire une boucle, je sais créer une fonction, je sais l'appeler, je sais faire une condition si j'en ai besoin. Donc j'ai vraiment l'ensemble du bagage technique qui va me permettre d'aller plus loin et ensuite potentiellement de créer des choses qui soient un petit peu plus complexes.
Et cette activité-là se fait pendant les heures de classe, ça veut dire que les enseignants sont là pour aider, supporter, répondre aux questions, etc. Comment on les prépare, eux, les enseignants? C'est un excellent point, parce que ça fait aussi partie du constat, hein. C'est une vraie difficulté pour les enseignantes et les enseignants d'aborder ce type de sujet sur lequel ils sont pas toujours eux-mêmes à l'aise. Et on peut évidemment le comprendre. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de faire des choses qui soient les plus clairement possibles, qui demandent un accompagnement évidemment, parce qu'on est toujours mieux avec un enseignant à côté de soi. Et d'ailleurs, je le précise, mais c'est vraiment quelque chose d'important et qu'on défend chez le Canada. Notre objectif, c'est pas de remplacer des ressources l'école, hein, qui remplacent, qui viennent à la place de l'enseignant. C'est de donner les outils à l'élève ou à l'enseignant pour pouvoir plus facilement ou de manière plus ludique aborder tel ou tel sujet. Et donc, dans le même état d'esprit, pour Citizen Code, eh bien, on a fait en sorte que l'enseignant puisse très facilement prendre en main ces outils. Évidemment, il a accès à l'ensemble des solutions. On lui présente l'ensemble des modalités d'usage des ressources, l'ensemble des objectifs pédagogiques qui sont abordés au sein des ressources, les liens avec les programmes scolaires. Donc, on a tout cet accompagnement-là qui est proposé. Et puis, par ailleurs, on discute, on échange avec ces enseignants-là au quotidien parce qu'ils ont des retours sur la ressource, sur leurs difficultés parfois, avec ou sans la ressource à adresser ce type de sujet. Donc, on a évidemment une volonté de pouvoir être très proche d'eux et de les accompagner. Mais l'idée, c'est pas besoin d'une formation de 2 jours pour manipuler ces outils. Je les prends en main, je les teste chez moi. Éventuellement, l'enseignant ou l'enseignante va m'envoyer un petit mail pour me poser 2-3 questions. Et ensuite, j'organise directement ma séance avec mes élèves. C'est vraiment ça, l'usage principal. Et on a un usage en dehors de l'école qui a lieu. Je l'évoquais, avec des binômes parents-enfants, parfois. Oui, en fait, la plateforme est ouverte à tout le monde. Donc moi, je peux prendre mes enfants, enfin, ils sont un peu grands maintenant, mais les mettre sur Citizen Code et les accompagner moi-même. Si vous avez des enfants, allez sur Citizen Code, Citizen, CITIZEN, code, tout attaché.net. Évidemment, le lien est dans les notes du podcast. Le temps en classe, il vient d'où? Parce que je veux dire, il y a un programme, c'est en plus du programme, ou il y a des trous dans le programme pour aménager ce genre d'activité? C'est une question très naïve parce que j'y connais rien sur l'organisation de l'enseignement en France. Et en l'occurrence, il y a du temps qui est dédié de l'apprentissage de la programmation. C'est valable au collège, en particulier dans les enseignements de technologie, où l'enseignement de la programmation fait partie du programme, en particulier à travers la programmation par bloc, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est aussi le cas au lycée. Alors au lycée, c'est un petit peu moins formalisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chapitre sur la programmation ou sur l'algorithmie. En revanche, dans les programmes, en particulier dans les programmes de mathématiques, il est indiqué que l'algorithmie fait partie des compétences et des travaux à réaliser avec ses élèves. Donc on a vraiment, c'est un objectif clair qui est positionné auprès des élèves et des enseignants que d'être capable de réaliser des algorithmes au collège et au lycée. C'est le langage de programmation qui va différer entre les deux. Donc nous on s'intègre là. Alors après il y a d'autres, en particulier au lycée, hein, il y a d'autres matières qui vont aborder ces sujets. C'est le cas de la SNT ou de la NSI. C'est-à-dire voilà. Donc sciences numériques et technologies et NSI, donc numérique et sciences de l'ingénieur. Et donc où on va évidemment aborder ces sujets de programmation, mais qui cette fois-ci sont des enseignements de spécialité. Et malheureusement, une bonne partie, j'allais dire, des personnes qu'on aimerait voir arriver dans le monde de la tech s'en sont déjà détournées. Donc on a je voyais une étude passer pas plus tard que ce matin. J'ai pas retenu le chiffre, mais en l'occurrence sur la spécialité NSI particulièrement, les chiffres sont en baisse globalement à l'échelle nationale et le nombre de filles est de mémoire inférieur à 10% dans cette option. Donc on se rend compte que la problématique elle a lieu avant ça, elle a lieu avant le choix de ces options et donc il faut qu'on arrive à intervenir avant et à montrer à tous les élèves, à toutes les élèves et à tous les élèves que la programmation elle peut, et de manière générale les métiers du numérique et de l'IT, ils sont accessibles à toutes et à tous et qu'il ne s'agit pas forcément, et alors ça après voilà c'est difficile de le montrer à travers des ressources, mais il ne s'agit pas d'être ingénieur pour travailler dans l'IT, il y a plein de profils divers et variés et voilà, essayer de montrer la diversité que peuvent offrir ces métiers-là et l'intérêt aussi, les avantages qu'ils apportent, parce que mine de rien ils sont relativement nombreux, donc c'est aussi un vrai enjeu qui dépasse purement l'enseignement de la programmation. Il y a aussi des enjeux d'orientation, évidemment.
Et vous faire connaître une plateforme comme ça par le bas, école par école, professeur par professeur, c'est un travail de fourmi. Je suppose que vous allez par le haut aussi, en travaillant avec l'éducation nationale, pour qu'il y ait référence au moins dans les programmes ou dans le matériel officiel distribué aux profs. Oui, alors la stratégie par le haut, elle est pas évidente parce que forcément il y a d'une part beaucoup de ressources, il y a aussi des choses qui sont proposées par l'éducation nationale de manière générale. En revanche, voilà, l'idée, c'est de permettre aux enseignants d'identifier quelles ressources peuvent répondre à leurs besoins à un moment T, parce qu'il y en a plein. En fait, des ressources, on n'est pas les seuls à en produire, évidemment. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer à quels besoins ça peut répondre, à quels enjeux ça vient, quels enjeux ça vient adresser. Et donc, effectivement, c'est un travail de fourmi, académie par académie, enseignant par enseignant. Et il ne s'agit pas, d'ailleurs, c'est pas un travail... il ne s'agit pas de les convaincre, il s'agit de leur présenter ce qui est à leur disposition. Et ensuite... c'est eux qui décident. Évidemment, je pense que c'est une des forces de l'éducation en France. Les enseignants ont une liberté pédagogique qui leur permet de choisir ce qu'ils souhaitent aborder ou pas, dans le cadre évidemment des programmes scolaires. Mais donc, voilà, il y a aujourd'hui beaucoup d'enseignants qui utilisent Citizen Code avec leurs élèves et on a des retours qui sont plutôt très positifs et on en est ravis. Et je pense qu'il y a effectivement une velléité à ce que de plus en plus d'enseignants commencent à manipuler ces outils parce que ces compétences-là aussi deviennent indispensables. Et au-delà d'ailleurs des métiers de l'IT, dans l'ensemble des métiers, les compétences numériques, parce que les compétences numériques, ça commence par savoir utiliser un ordinateur ou à savoir rédiger un mail, il ne faut pas l'oublier. Eh bien, le fait d'aller jusqu'à l'apprentissage de la programmation, quelle que soit l'orientation qui sera choisie par les élèves par la suite, c'est une compétence qui peut faire la différence. Comment ça s'est passé, la collaboration avec Amazon Future Engineers, qui a fait quoi ? Je pense que déjà, on a eu un petit peu le même type de discussion que celle qu'on a eue au départ ensemble, Sébastien. On s'est mis d'accord sur le constat. On s'est rejoint sur quelque chose. On s'est dit effectivement, il y a un problème. Comment peut-on faire pour l'adresser, ce souci-là ? Et Tralala a une expertise sur ce sujet puisqu'on avait identifié d'autres sujets par le passé. Et donc, on a réfléchi à la manière dont on pouvait développer ces ressources, répondre à ces sujets. On sait, pour créer Citizen Code, et en particulier Citizen Code Python, qui est la ressource d'initiation à la programmation, on l'a moins évoqué, mais sur la culture numérique, on a Citizen Code Junior et Citizen Code Explorer, qui sont des parcours numériques de découverte et qui sont aussi accessibles évidemment graphiquement. Mais sur l'aspect Citizen Code Python spécifiquement, on a collaboré avec une association qui s'appelle FranceIOI et qui nous a accompagnés parce que FranceIOI entraîne les équipes de France aux Olympiades d'informatique, donc ils ont une expertise donc ils savent faire, très très importante en termes de pédagogie autour de la programmation. Et on a collaboré avec eux pour définir le concept et ensuite pour travailler la progression pédagogique, la réalisation de l'ensemble des activités. Et Tralala, nous, on s'est chargé de mettre à disposition une plateforme LMS qui fluidifie l'expérience, qui permet d'apporter l'ensemble des modules de gamification qui sont présents, le fait de pouvoir accéder à des open badges pour les élèves. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'au lycée, les CV des élèves parfois sont un tout petit peu vides. Donc là, on a dit, si vous arrivez à faire un certain nombre de niveaux, on vient juste certifier le fait que vous avez acquis des premières compétences en programmation. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on a apporté Tralala et c'est vraiment une collaboration avec Amazon. On a échangé sur la manière dont on allait mettre à disposition cette plateforme-là. On a travaillé ensuite pour la faire connaître au plus grand nombre sur le territoire. Quels sont les résultats depuis que vous avez lancé Citizen Code ? Combien d'enseignants, combien d'élèves ont fait le parcours de gamification sur la plateforme ? Alors, je vais rester focalisé sur Citizen Code Python au global. On est depuis le lancement du programme à plus de 200 000 élèves. Sur Citizen Code Python, plus de 100 000 utilisateurs actifs en un peu plus de 2 ans. Près de 10 000 comptes enseignants qui ont été créés. Donc il s'agit peut-être pas uniquement d'enseignants à l'école, il y a aussi des médiateurs éducatifs, comme je le disais tout à l'heure, qui peuvent l'utiliser dans d'autres contextes, mais des personnes qui vont utiliser ça avec des jeunes. On a plus d'1 million d'activités qui ont été complétées depuis le lancement. Donc on a un projet qui commence à être identifié, une ressource qui est diffusée de manière assez large sur l'ensemble du territoire, avec une présence sur l'ensemble des régions françaises.
Et l'idée, c'est de continuer à faire évoluer ces ressources-là, de s'assurer qu'elles soient toujours à jour. À jour, ouais. Évidemment, d'ajouter du nouveau contenu. Et j'espère que ça va continuer dès cette année pour encore mieux répondre aux besoins du terrain et puis pour faciliter aussi la prise en main et le déploiement de cette ressource auprès de l'ensemble des apprenants de ce pays. Il y a des challenges spécifiques. Alors évidemment, dans les challenges, l'adoption, t'en as parlé longtemps, quand il faut faire savoir que vous existez. Et d'ailleurs, parlez-en autour de vous si vous écoutez ce podcast. C'est notre petite contribution très modeste à l'adoption de citizencode.net. Mais à part l'adoption, d'autres challenges? Alors, il y en a, je pense qu'il y en a énormément. L'adoption est un vrai challenge déjà. C'est clair. Il y a un challenge aussi de justement un petit peu ce qu'on a évoqué depuis le départ, comment on arrive encore plus tôt à intervenir et à montrer vraiment à l'ensemble des apprenants que ces sujets-là sont aussi des sujets qui peuvent les intéresser, sont aussi des sujets sur lesquels ils peuvent être performants. J'en ai pas parlé et je reviendrai sur les challenges juste ensuite, mais on a avec certains enseignants essayé d'analyser l'intérêt que portent au lycée en particulier les filles et les garçons vis-à-vis de la programmation. Ce qu'on voit clairement, c'est que d'une part l'intérêt au départ il est largement inférieur chez les jeunes filles. Mais ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'elles ont un sentiment de difficulté qui est largement supérieur à celui que ressentent les garçons. C'est-à-dire qu'elles se disent je ne vais pas y arriver vis-à-vis de garçons qui eux ont un petit peu plus de confiance sur ces sujets. Et on a refait les mêmes questionnaires a posteriori de séances avec Citizen Code. Et alors soyons très clairs, on voit pas forcément les jeunes filles ne disent pas c'est bon, je change mon orientation et je vais faire une école d'ingénieur. Là-dessus, et en même temps, je veux dire, en 2 heures de séance, c'est compliqué. En revanche, ce qu'elles nous disent, c'est en fait, je suis capable. Je m'attendais à ce que ce soit super difficile. Non, en fait, ça va. Et on a une vraie évolution. Et j'aime bien. Exactement, une vraie évolution dans le sentiment d'accessibilité. Ça, c'est un enjeu d'aller encore plus loin sur ces sujets. C'est un enjeu d'adresser et de répondre encore mieux aux besoins des enseignants. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est le fait d'avoir des choses qui soient vraiment clairement. C'est le fait de dire, voilà, vous souhaitez adresser les bases en seconde, voilà ce que vous devez utiliser. On a un vrai besoin de personnalisation aussi, je pense. Et on va travailler dessus dès cette année. Ça répond à ma question du futur aussi. Tu montres les axes du futur sur la personnalisation et l'adoption essentiellement. Exactement. Et des challenges technologiques aussi. On en a peu parlé aujourd'hui, mais des challenges de montée en charge, parce que l'adoption c'est génial, mais ça implique une montée en charge et voilà, on est sur une web app. Mais vous êtes déployé sur AWS, donc on est déployé sur AWS, mais voilà, faut gérer tout ça, d'optimisation de l'ensemble de notre plateforme évidemment, d'optimisation des performances, qui est un vrai sujet. On en a peu parlé, mais pour le coup là-dessus c'est un enjeu central. On a l'habitude, je pense, en travaillant dans les métiers techniques, d'avoir une bonne machine, la fibre, et donc dans nos tests ça se passe plutôt bien. Mais dès qu'on simule des environnements un peu plus compliqués, ou alors qu'on a la bonne idée d'aller dans une classe au collège, on n'a pas tout à fait ni les mêmes machines, ni les mêmes connexions. Oui, il y a un ADSL à partager pour la classe sur 20 PC qui datent du siècle passé ou quasi. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais pas beaucoup. Oui, mais en tout cas, malheureusement, on est dans des conditions qui sont différentes. Donc, ça implique à ce que on ait des performances qui soient parfaites pour que ces ressources-là, elles soient utilisables dans des univers dont les performances techno sont dégradées. On peut utiliser sur tablette ou sur smartphone également? Sur tablette, oui. Sur smartphone, c'est un peu pire pour faire l'aspect graphique. Ouais. Exactement. Alors, on est en train d'y réfléchir. On va voir si on arrive à trouver une solution là-dessus. Mais pas pour le moment. En tout cas, c'est accessible. C'est pas bloqué via browser mobile. Mais l'expérience, pour le coup, n'est pas optimale.
Je posais la question parce que beaucoup des auditeurs du podcast AWS sont dans des pays francophones qui sont pas nécessairement en France. Il y a aussi beaucoup d'auditeurs en Afrique du Nord, en Afrique centrale également, où les conditions de connexion sont pas toujours les mêmes qu'en Europe, et beaucoup d'accès par Internet se fait uniquement à travers un téléphone portable et de la 4G quand c'est déployé. Ouais, et là-dessus, et d'ailleurs, c'est valable en dehors effectivement du territoire français. C'est aussi une vérité en France. C'est-à-dire que tous les territoires sont pas couverts de la même façon. Tous les territoires sont pas couverts. Et puis, en particulier, quand on s'adresse à des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans, par exemple, eh bien, aujourd'hui, l'usage du smartphone dépasse de manière assez large l'usage du desktop. Donc, c'est un enjeu pour nous de pouvoir adresser ces sujets-là. À noter quand même que en adressant le milieu scolaire, voilà, le smartphone n'est pas le device préféré de l'école. Des professeurs. Donc, voilà. Et l'argent dans tout ça? Je veux dire, qui paye? Eh bien, notre partenaire principal, effectivement, sur ce projet, c'est Amazon Future Engineering, qui nous aide à déployer, à créer, à développer et à déployer ces ressources sur le terrain. Ça veut dire que vous recevez des financements ou des vouchers pour le déploiement sur la plateforme AWS? Exactement, tout à fait. Et ensuite, on travaille aussi à développer le programme. C'est un programme très large, je le disais, soutenu, mais c'est un programme très large. Donc, on travaille à aller chercher des financements complémentaires. On travaille à trouver d'autres moyens de déployer la ressource. Voilà, on a été lauréat l'an dernier d'un prix de la Commission européenne qui s'appelle les European Digital Skills Awards. Voilà, donc Citizen Code a été lauréat de ce prix pour la qualité des ressources et puis pour l'état d'esprit dans lequel ça a été créé. On a été soutenu par la Banque des Territoires dans le cadre de ce projet pour déployer ces ressources justement avec des associations de l'éducation populaire. Donc voilà, il y a un certain nombre de soutiens qui permettent aussi de faire évoluer le projet et puis d'asseoir aussi la crédibilité et la valeur pédagogique qui est proposée par Citizen Code auprès des enseignants et de l'ensemble de nos interlocuteurs. Il y a une volonté d'étendre à l'étranger également, dans d'autres langues, d'autres pays? Parce que les besoins sont les mêmes partout. Exactement, tu as tout à fait raison. J'étais du coup à Bruxelles quand on a reçu ce prix de la Commission, et ce qui nous a été partagé, c'est le fait que Citizen Code avait été retenu parce qu'ils considéraient que c'était une initiative qui était réplicable à l'échelle européenne. Donc ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, forcément. Et donc, on a travaillé et on travaille aujourd'hui avec Amazon Future Engineering en Belgique. Donc la ressource, je l'ai pas dit, mais elle est disponible en français et en néerlandais pour adresser les néerlandophones belges. Et on travaille au fait de trouver des relais, des partenaires pour nous permettre de diffuser sur d'autres territoires européens. Ce qu'on sait, c'est que, alors d'une part, la manière dont est enseignée la programmation, si tant est qu'elle le soit, est très différente d'un territoire à l'autre. En Belgique, par exemple, la programmation ne fait pas partie des programmes scolaires. Donc, c'est ça. Une barrière de plus, j'allais dire, pour permettre l'adoption de la ressource. Et donc, ça demande non pas uniquement de traduire ou d'adapter, ça demande vraiment de localiser la ressource. C'est-à-dire de s'adapter au programme, à la progression pédagogique, aux matériels qui vont être utilisés. Donc, voilà, c'est assez large, ça demande du travail. Mais c'est clairement un des enjeux pour nous. C'est une vraie volonté de pouvoir proposer Citizen Code au maximum d'apprenants possible. C'est valable en France, mais pas que. Vous n'avez pas choisi le plus facile avec la Belgique parce que c'est deux gouvernements qui gèrent les programmes scolaires suivant la langue, deux gouvernements différents. C'est comme si c'était deux pays différents en plus. Et la Belgique n'est pas un immense pays par ailleurs. Donc... Tout ça pour 11 millions de personnes et encore sans compter la partie allemande. Bienvenue en Belgique. Merci Hugo pour la description de ce projet, de ce programme qui s'appelle citizencode.net et je vous invite à aller le regarder d'abord et puis le partager. Si vous avez des enfants en âge pour ce genre de programme, allez-y, connectez-vous à la plateforme et montrez-leur ces ressources qui sont disponibles pour apprendre la programmation. Il y a un aspect de votre site web que j'aime bien, c'est on parle de nous, où vous listez des extraits de revues de presse dans Le Monde notamment, etc. Et il y a une petite vidéo de YouTube où on voit ma grand-mère apprend à coder, où c'est l'inverse, c'est une étudiante, une collégienne qui a mis
mis sa grand-mère sur Citizen Code et qui lui apprend à coder, regardez cette vidéo. Ça montre l'aspect pédagogique justement. C'est pour tous les âges. Avant, pour Tintin, on disait de 7 à 77 ans. Maintenant, c'est on bien le au-delà. On le réutilise et on en a pas parlé, mais on a beaucoup d'adultes qui utilisent aussi Citizen Code. Alors évidemment avec leurs enfants, mais pas que en fait. Aussi pour leur propre. Pour eux aussi. Ouais, pour eux complètement. Et en particulier, on a souvent des professionnels. J'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de développeurs qui ont testé la ressource et qui ont tellement parfois l'habitude. On n'est pas rentré dans les détails techniques, mais de faire des programmes qui sont relativement complexes ou qui utilisent un tas de variables différentes, ou en tout cas des concepts qui sont très variés. Et là, le fait d'aller à l'essentiel, d'utiliser un seul concept pour résoudre un exo, il y en a qui sont un peu, qui ont perdu quelques cheveux avec certains exercices Citizen Code. Donc, c'est assez rigolo, même si vous n'avez pas d'enfant. N'hésitez pas à aller acheter un coup d'œil, c'est relativement addictif. Hugo Derry, tu es responsable des programmes chez Tralalaire. Merci de nous avoir parlé de ce programme qui s'appelle Citizen Code, citizencode.net. Parlez-en autour de vous, montrez-le à vos enfants plus jeunes ou vos parents éventuellement, si vous voulez que vos parents apprennent à programmer également. Mais c'est vraiment destiné aux collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes. Alors je sais que c'est pas nécessairement la cible des auditeurs de ce podcast, mais vous êtes des parents, vous avez des cousins, des nièces, donc parlez-en et faites-leur écouter cet épisode autour de vous. Rendez-vous vendredi pour un nouvel épisode du podcast AWS en français. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.